afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Puis là est arrivé 1 an plus tard, tu changes de district. Quand même pas le district le plus facile à Montréal. On est dans Hochelaga-Maisonneuve. Mais c'est ça, je voulais aller vivre l'expérience. Outremont, ça t'aurait pas tenté? Westmount? Non, je voulais de l'action. Il y en a de l'action à Westmount. Il doit en avoir. Pareil. Oui, c'est ça. C'est pas le même genre de clientèle. Ah, on pourra en parler de ça, c'est ça. Parce que écoute, c'est pas très loin. C'est une grande ville, Montréal. Donc, c'est quand même une ville. Si tu une île, puis tu arrives à Hochelaga-Maisonneuve, tu arrives à Montréal-Nord, tu n'es pas trop loin, puis on dirait que les événements sont isolés. Ils restent isolés dans le quartier comme tel. C'est parce que chaque secteur à Montréal a ses particularités. Bon, des fois, c'est économique. Des fois, c'est la composition du quartier. Des fois, bon, au niveau de la pauvreté, au niveau du type de criminalité. Bon, c'est toutes des circonstances qui sont... Ça donne toujours des micro-sociétés. Puis d'un poste à l'autre, il y a des différences. En général, c'est la même job, mais avec la clientèle, ça peut être différent. Donc, mais pourquoi, comme à Outremont, ça peut être plus plate quand t'as quand même Parc Extension pas loin et puis que t'as Hochelaga pas tant loin que ça? C'est pas plus plate, c'est juste différent. C'est différent. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent, mettons? Ben, qu'est-ce que tu retrouves à Outremont que tu ne retrouveras pas à Hochelaga, par exemple? Tu as des postes qui sont à plus gros volume d'appels. Tu as des postes, puis là, je vais en nommer quelques-uns, oui. Mais Montréal-Nord, Hochelaga-Maisonneuve, Tétroville, Plateau-Mont-Royal, le Centre-Sud, la Chine, ça, c'est des postes que beaucoup d'appels au 911. Pour quel genre de problématique? Ça dépend. Chaque secteur est différent. Mais c'est eux qui ont le plus d'appels de 911 si on parle du centre-ville puis du Plateau-Mont-Royal, il y a beaucoup de bars. OK. Des gens boissons. Des gens boissons, des agressions sexuelles, des voies de fesses à la rue, des coups de feu, tout ce qui est relié à la faune nocturne, les batailles, les filles qui sont... ça, j'en aurais à dire. Là. Des fois, on voyait des affaires sur Saint-Laurent. Là. Ah, mon Dieu. La prostitution, Ben oui, la prostitution, ça existe dans certains secteurs aussi. Mais tu disais quoi, les filles sur... Ben, c'est parce que les gens, malheureusement, les gens ne savent pas boire, boivent trop. Ah, oui. Puis, une fille chaude, c'est une fille chaude. On a vu des choses incroyables. Là. Il n'y a plus de décence. Là. À 3 heures du matin, là, la décence n'existe plus. Là. Donc, mesdames, tenez-vous quand vous buvez. Ne buvez pas trop. Les gars aussi, mais... Mais les gars aussi, parce que tu sais, on prend une gang de gars chauds, sous, qui sortent à 3 heures du matin avec une gang de filles saoules, puis qui ne savent plus ce qui se passe, là. Puis là, ben, t'as des prédateurs, t'as des proies, là. Puis eux autres, les filles n'ont plus d'inhibition. Non. Puis eux autres, ils n'ont aucune inhibition non plus. Puis ils sont plus forts, habituellement. Ils sont plus forts. Puis là, ben, on voit des affaires. Moi, je me souviens d'un cas sur le plateau Mont-Royal, une anecdote qui n'a pas rapport avec la fusillade, mais où, justement, à la sortie des bars, une fille qui n'était plus avec sa gang d'amis, elle s'est fait suivre par des gars, trois gars. Puis quand elle marchait saoule, complètement perdue, tout seul, les gars, ils ont trouvé un coin noir, puis ils l'ont violée. Puis on n'était pas loin. On était en patrouille à pied pas loin. Puis quand l'appel est rentré, on était à 30 secondes. Puis heureusement, on est arrivé, on a vu l'agression, puis on a réussi à arrêter tous les gars sur le... On était contents. Puis, mais c'est ça, malheureusement, il y a vraiment comme l'alcool, c'est un désinhibiteur, donc les gens ne se rendent pas compte des fois de... Mon Dieu, c'est quoi l'entourage? Tu sais, il y a une perte de repère, puis malheureusement, il y a des prédateurs qui sont pas loin de toi. Donc, ça, peu importe ton âge. Moi, j'ai déjà vu des femmes, moi, à 4 pattes sur des barres de mon âge. C'était pas très gracieux, là, mais ça pouvait être dangereux aussi. Moi, j'ai vu des filles sur Saint-Laurent à 3 heures du matin
en mini-jupe, mais aucun gars, ben, pas de gars qui faisait agression, mais les gars regardaient, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que Il y la avait un fille, show. elle comme ça, là, comme certains disent, la floune à l'air. Là. Et des fois, pas de bobette, là. Non, c'est ça. Puis là, tu dis, madame. Faisait Puis là, un show toi, t'es live. le policier, t'arrives, là, puis tu dis, madame, s'il vous plaît, Fermez vos jambes. fermez vos jambes, là. Tu sais, Trop d'informations. Vous apprenez ça, là, de mettre vos jambes. Mais là, ça n'a pas d'allure, là. Ah, veux-tu même laisser tranquille, liberté? C'est là? ma snatch! Non, peut-être pas ça. Là. Je me souviens pas d'avoir entendu ça, mais... Non, mais va donc au chier! Hostie! Ouais. Ben, madame, j'essaie de respecter votre dignité. Oui. Mais... Oh non, écoute, on voit des affaires des fois, là, puis on dit, mon Dieu. On Fait parlait, que- c'était le droit de la personne. Elle pouvait montrer sa noune à qui elle voulait. Oui, mais c'est pas une c'est bonne la idée. grossière indécence, ça. Ah oui, mais est-ce qu'on va l'accuser pour ça? Ça prend beaucoup. T'es sûr, elle s'en souviendra même plus demain matin. Oui. Non, mais on voit des choses des Ouais. fois. Puis, tu sais, le commun du mortel qui est à jeun, ben il va dire, hey, fermez vos jambes. Mais oui. Mais les gars sous, là, Hey, c'est cool! yes, let's go, monte en plus. Puis, Même ceux qui sont en train de conduire, ils vont la klaxonner, ils Ben, vont c'est l'encourager, sûr. là. puis ça, j'ai vu ça. ouais. J'étais pas là tous les samedis soirs sur Saint-Laurent, là. Mais les policiers qui sont là tous les samedis, là. Puis là, je ne leur ai pas parlé dernièrement, là. Mais d'après moi, c'est encore ça. Puis là, il n'y a pas juste la boisson. Non. Il y a toutes les pilules, le La GHB drogue. qui s'est joint à ça, que ça aussi, ça désinhibe. Puis que des fois, tu perds la notion du temps. Puis Ça a il y a des évolué, agressions ça. Tu sais, sexuelles. dans des années 90, quand tu as commencé à venir jusqu'à ta retraite en 2020, qu'est-ce qui a changé le plus? C'est qu'est-ce qui a évolué? chimique. Qu'est-ce qui a changé? C'est chimique. C'est C'est plus. chimique, c'est que la manière que c'est coupé, c'est les laboratoires qui, pour le profit, ils mettent toutes sortes d'affaires dans les pilules. Fait que ça fait plus de ravages. Tu vois du monde plus magané. Ben, je sais pas Suite s'ils à sont ça. plus maganés, il y en a, sauf que c'est accessible, c'est facile, puis c'est socialement accepté quand tu sors. Quand tu sors, dans le temps, quand tu sortais, c'était socialement accepté. Si on tourne, mettons, dans les années disco, ben, il y avait la drogue en mode, c'est la coke. Puis l'alcool, la coke, c'était ça qui était accepté. Puis après ça, ben Pour avoir un tranquillement- bon party, là, le monde prenait ça. Là. Ah oui, c'était accepté socialement. Puis, au fil des années, là, différents stupéfiants qui sont arrivés sur... Les pilules sont arrivées, le GH. Là, non seulement le GHB, ça existe, que certaines personnes vont en mettre dans le verre des filles. Donc, il faut que tu protèges ton... Puis, tous les conseils sont bons, là, dans le sens que les filles devraient toujours être ensemble, puis devraient se surveiller, puis devraient toujours en avoir un ou deux qui consomment moins pour surveiller les autres. C'est sûr. Puis, surveille tes verres. Puis surtout pas laisser une amie chaude non, tout seule comme ça jamais. sur la rue, elle s'en tournant à son auto, là. Non, mais des fois, la fille est tellement désagréable avec ses amis de filles. Ouais. Parce qu'elle n'est pas juste... Non, il y en a Ouais, qui boivent. mais- C'est ça. Il y Non, en non, a qui boivent, sont décollissés, agréables, puis- sont phonés, mais il y en a d'autres qui sont pas, qui sont pas C'est fins. ça. Fait que là, moi, j'ai vu des gangs de filles, des 3-4 filles, puis ils disaient, ben c'est ça, débrouille-toi avec Ben, tes je calme problèmes. Elle s'en va toute seule, les 3 s'en vont tout seuls. Mais là, tu laisses toute seule la proie, là. Puis là, ça te prend juste des prédateurs que... Ben, c'est ça. Ça, c'est un gros problème. Puis non seulement le GHB, c'est quelqu'un d'autre qui peut le mettre dans ton verre, mais c'est que c'est socialement accepté de dire, hey, je vais consommer de la pilule. Puis, en On fait, prendre une petite amène. ecstasy ou quelque Ben chose oui. comme ça pour avoir du fun, Ben pour oui. augmenter le plaisir. Exact. là. Oui, c'est ça. Fait que là, ça donne quoi comme résultat? Ça donne que tu vas avoir des gens qui vont perdre des bouts de leur soirée. Puis, il y a aussi le facteur que la surconsommation d'alcool. C'est déjà... il y a des cas où que la fille va dire hey, « j'ai perdu la carte », mais il n'y avait pas de stupéfiant là-dedans. Non, c'est juste l'alcool. Ça Ah. arrive de perdre la carte juste avec la consommation J'en ai vu une en d'alcool. Floride, moi, une petite fille, là, ça faisait pitié. Là. Écoute, elle n'était pas capable de marcher, un pied devant l'autre. J'espère que je pense que c'est son petit copain qui l'a pris dans ses bras. Il l'a mis sa banquette arrière, en arrière. En Floride, là, on est en Fort Lauderdale. Écoute, la petite, une vingtaine d'années, là, pas capable de marcher. Là. Ouais. Pas capable de mettre un petit, comme un roseau au vent, là, tu sais, t'as de même. Puis le jeune, il avait pas l'air d'un prédateur, là, mais tu sais, c'est quelque chose. Tu sais, puis ça, il faut en parler à nos jeunes aujourd'hui. c'est sûr. Puis honnêtement, moi, je trouve qu'on souvent par l'exemple. Tu sais, des fois, on dit, ah, ben, tu bois, ouais, mais c'est quoi l'exemple que ces jeunes-là ont eu? Tu sais, je veux dire, si tu es un parent, tu sais, moi, je peux faire bien ma fraîche, je bois pas, j'aime pas la boisson, tu sais, fait que je peux bien. Mais j'ai d'autres bébites que je transfère à mes enfants, mais
Il y en a pour qui l'alcool, c'est normal dans la famille. On boit, on a du fun, on a un party, ouais, tu sais, on se rend pas compte de l'image qu'on envoie à nos enfants dès leur jeune âge. L'alcool rentre des fois avant les légumes, ça à table. L'alcool rentre, tu sais, pour avoir un bon party, ça prend quoi? Ça prend des gants, ouais, puis non seulement ça prend de l'alcool, c'est pas juste, on veut juste un bon verre de vin, il faut qu'il y ait du monde chaud. C'est un bon party, ça prend du monde chaud. C'est là que moi, j'amène la nuance, parce que moi, je suis un gars de party, dans le Ouais. sens que j'aime ça, boire, mais malheureusement, au niveau de la pédagogie, c'est le verre de trop. C'est qu'il y a du monde qui vont prendre le verre de trop. Si tu prends 2-3 verres de vin pendant Puis tu 5 sais te heures, 6 tenir. heures, puis tu sais te tenir, puis tu prends pas C'est le une autre 5e affaire. verre de vin ou le 7e, bien, tu ne dépasseras pas la ligne. Mais il y a du monde qui ne sont pas capables de contrôler cette ligne-là. Puis ils vont prendre le ou les 2 verres de trop qui vont les faire déraper. Puis c'est ça qu'ils vont enseigner aux jeunes, parce que le jeune va Oui. toujours voir son père que le party ou C'est sa ça. mère, qui va dire, ben là, regarde, t'as ça, puis là, finalement, tout le monde finit chaud, puis ils sont capables d'observer physiquement c'est quoi quelqu'un qui est juste pompette, puis quelqu'un qui est... Puis si l'image que tu envoies à ton jeune, puis il y en a, tu sais, qui disent, hey, essaye ça. Moi, j'en connais un, là, à partir de 9-10 ans, hey, good. Ben oui, mais il est rendu à 23, puis... Maintenant, c'est ça. Tu sais, un 40 onces de jeans, c'est comme un verre d'eau. Ben, Tu c'est sais. ça. C'est ça. Mais, puis on parlait justement des différents secteurs à Montréal. Tu sais, Ouais. je dis pourquoi. On vient là-dessus. Moi, ça s'en vient là-dessus, mais c'est correct parce qu'on va aller aller à plein de places, puis c'est super. C'est ça, qu'est-ce qui fait que c'est. Tu dis c'est différent, il y a beaucoup d'appels. Mais tu sais, si tu dis, ben là, moi, je vais aller où il y a de l'action. C'est quoi de l'action pour toi que tu retrouves à Hochelaga, que tu C'est retrouves le type pas? d'appel. OK. Il C'est y a plus de que chicanes de voisins entre Outremont. Dans les quartiers défavorisés, là, puis encore là, on ne peut pas dire que le plateau La Montréal... souffrance humaine. Il y a plus de souffrance humaine, peut-être, mais il y en a partout. Mais il y en a partout, mais je m'en ai dit, le plateau Mont-Royal, on ne peut pas dire que c'est un quartier défavorisé. Ben au non, mais il y a contraire. beaucoup d'artistes, Mais il y il y a a beaucoup. énormément d'appels. Il y a beaucoup de violences conjugales, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de voies de fait, il y a beaucoup de vols, d'introduction d'infraction. Donc, c'est un quartier qui est intéressant pour le type de criminalité là-bas OK. à travailler. J'ai travaillé sur le plateau aussi. Dans Hochelaga-Maisonneuve, ce qui est intéressant, puis dans Tétraville, parce qu'il y a eu un déplacement. Au fil du temps, Hochelaga-Maisonneuve a commencé à s'embourgeoiser un petit peu, 2005-2006, qui ont commencé à dire, ah, regarde, on va donner le nouveau plateau. Puis là, bien, tranquillement, les gens qui avaient des conditions socio-économiques encore plus difficiles ben, sont partis un peu plus dans l'Est. Donc, ça s'est transféré vers Tétraville, qui est devenu encore plus, disons, désavantagé. Mais c'est ça, c'est le genre d'appel que tu vas avoir dans Hochelaga-Maisonneuve. Tu as des quartiers comme ça, comme peut-être à Pointe-Saint-Charles, des fois la Chine, que ça va ressembler, qui est plus défavorisé, puis qui est intéressant à travailler pour les policiers. Mais il y a énormément de violences conjugales, énormément de stupéfiants dans ces quartiers-là. La drogue de rue, la prostitution de rue, bien ça, tu ne le retrouveras pas dans d'autres quartiers. Fait que La prostitution, il y en a-tu autant? Parce qu'on dirait qu'on en parle moins, la prostitution. On dirait qu'on entend moins parler dans les médias. Bien, on en parle, je pense, de temps en temps. Il y a des reportages dans les médias. Ça va toujours exister. La prostitution de rue va toujours exister. Es-tu plus caché? Es-tu plus organisé? Je pense pas. Non? Je pense pas. OK. On peut aller sur Sainte-Catherine le matin lorsque les travailleurs s'en vont au bureau. Il y en a qui partent plus de bonne heure de la maison pour faire un détour dans Hochelaga. Ça existe. Ils font des heures supplémentaires à 1 heure avant de rentrer au bureau Oui, avec, c'est ça. Ils arrivent, avec une travailleuse de rue. Oui. Donc, ça arrive. Puis... Oui, parce que les clients de ces prostituées-là, c'est monsieur, madame, tout le monde. c'est là. dans tout le monde. Puis, Des bons pères de c'est famille. surtout monsieur, tout le Ouais, monde. surtout Mais monsieur, tout il le y monde. a quelques madames aussi qui font de la prostitution avec des hommes prostitués. Ça existe. C'est quoi le pourcentage? Je ne sais pas. Tu sais, il y a peut-être 95 de prostitution, c'est des femmes. 5 je ne l'ai pas le pourcentage. Mais ça existe. Mais c'est plus courant, l'homme Ouais, qui c'est ça. va... Donc, ça peut être le père de famille, ça peut être quelqu'un qui a de l'argent. Là. Dans Hochelaga-Maisonneuve, j'ai pogné des gars avec des BMW, des Jaguars, qui ramassent une fille de rue, alors qu'ils pourraient, en théorie, avoir une escorte de luxe. à 800 piastres, là, Ben oui. genre. Mais peut-être que sa Jaguar coûte trop cher et il n'est pas capable de se payer une escorte, je ne sais pas.
Mais, puis, ils sont maganés, les filles, là, dans Hochelaga. Oui, par la drogue, par la consommation. Ça, alignement, là. C'est moins un choix. Tu sais, on dirait que c'est une survie. C'est une question de survie pour ces femmes-là qui sont Ben vraiment oui. maganées dans la drogue. Ben, Tandis que t'en as qui sont escortes puis sont étudiantes, là. En droit ou whatever. Là. oui, Tu sais, oui, je veux ça dire, existe. en n'importe Ça existe. quelle profession. Puis on une tête sur ses épaules, ils ne vont pas nécessairement consommer. Il y en a qui vont prendre la consommation, mais ce que je veux dire, on ne veut pas glorifier ça, mais tu sais, des fois, tu as une escorte, c'est son travail, puis elle va payer ses études avec ça, puis qui a choisi justement des clients. Tu sais, Oui, c'est ça. dans la d'autres, c'est une Mais, question de survie. mais c'est une question de survie, et puis c'est tellement complexe. Tu sais, la fille qui décide de faire la prostitution dans Hochelaga Maisonneuve, là, il y a un méchant bagage en arrière de ça, là. Puis souvent, ça va partir de ce qui s'est passé dans la famille. Puis c'est pas une utopie, là. Les abus Tout sexuels. provient du milieu familial. J'ai une fille, parce que moi, j'ai eu on appelle ça des sources, là, des gens du milieu criminalisé qui vont me donner de l'information criminelle, puis qu'on va rémunérer. Donc, moi, j'ai contrôlé des sources qui étaient des prostituées. Puis, moi, une des filles on peut pas dire que c'est une amie, on peut dire que c'est une Bonne contact connaissance, d'affaires, un ouais. contact d'affaires. Bien, elle m'expliquait que son père, c'était un motard. Je ne dirais pas quel groupe criminalisé. Son père, c'était un motard. C'est une famille criminalisée. Puis, à un moment donné, il y a un motard dans un party à la maison. Elle avait à peu près 7 ou 8 ans. Un motard qui l'a touché, la petite. Puis, elle, quand elle a été voir son père, elle dit « Hey, un tel, il m'a touché, il m'a fait des affaires. » Elle dit « Non, non. » Son père ne l'a pas cru. Il a dit « Non, non. » Elle dit « S'il n'aurait pas fait ça, je l'aurais tué. » Je te le dis, il l'a fait. Non. Puis son père n'a pas à protéger sa fille. Puis la mère non plus. Fait que là, elle dit « Moi, mon enfance, là, elle dit, à partir de 8 ans, mon père et ma mère m'ont pas protégé d'un motard. Puis elle dit « J'ai décidé que moi, j'allais décider de qui allait me toucher. » Fait qu'elle était fuckée à partir elle n'était même pas ado, là. Parce que ses parents n'ont pas... Ça, c'est juste une histoire. Fait qu'elle a commencé à consommer dans l'adolescence, pour oublier ce qu'elle avait vécu. Puis elle s'était niée par son père et sa mère. Puis c'est ça. Fait qu'elle a décidé, c'est moi qui vais choisir mes clients. Tu ne me toucheras pas si tu ne me payes pas. Fait que c'est ça. Elle a dérapé. C'est comme une déviance par rapport à ce qu'elle avait, Ben oui. elle avait vécu. Là. Ben oui. Ah, c'est sûr que, en plus, si tu nais dans un milieu criminalisé, c'est quand même tout un cadeau à donner à tes enfants. On là, allait dans des maisons dans Hochelaga, là, sur des appels, parce qu'on a toujours le désir de protéger la jeunesse. Puis, on arrivait sur des appels, on regardait qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire. Puis, des fois, il y avait du lait, des fois, il était caillé, des fois, il y avait un restant de poutine. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose de nourrissant là-dedans. Il y avait un pain blanc, pas de fruits, pas de légumes, rien de nutritif. Mais tu regardais dans l'armoire ou sur le comptoir, là, il y avait 28 cartons de cigarettes, des fois de la contrebande, des fois non. Des bouteilles de bière, 3-4 caisses. Hey, le chèque de bien-être vient de passer. Écoute, il était... Monsieur, madame, là... Et l'image qu'on se c'est fait important. souvent, justement, de l'être, ils ne sont pas tous comme ça, mais Non, faut pas faire d'amalgame. il ne faut pas faire d'amalgame, Ouais. mais c'est quand même ce qui est souvent observé. Tout à fait. Il Nous, ne on le faut voyait. pas avoir peur des mots. Il ne faut pas Ben se dire, ben là, on fait des jugements ou on fait... Non. Tu sais, tu as quand même plusieurs années d'expérience derrière ça, de ce que tu observes. Puis justement, la clientèle que tu vas retrouver à Hochelaga, là, ça ne sera pas la même chose chez... Mais la violence conjugale, il y en a partout. Ben oui. T'sais, Ben oui, ça existe autant dans les milieux privilégiés que les milieux qui sont défavorisés. Le contrôle, là, il commence à parler de peut-être faire une loi sur le contrôle coercitif. Bien, de un, je ne suis pas contre. De deux, bonne chance. Parce que présentement, on a des lois sur la violence conjugale, sur les voies de fait. Et il n'y aura pas toujours des accusations, alors qu'on a déjà des lois. Donc, aller prouver qu'il y a eu un contrôle psychologique, coercitif, bonne chance. Ce ne sera pas nécessairement facile de le prouver. Hors de tout doute Hors raisonnable. de tout doute. Mais
peux pas être contre la vertu. Là. Non, non, c'est ça. Si on peut aller... côté Montréal-Nord, ça Ouais. a-tu comme dérapé? Ça, avec les années, c'est-tu... J'ai pas travaillé à Montréal-Nord, mais je connais beaucoup quand même de policiers qui ont travaillé, puis je connais quand même un peu comment ça fonctionne à l'intérieur, à l'interne. C'est certain que la particularité, bon, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ont habité ou qui habitent encore à Montréal-Nord. Puis, malheureusement, à travers les 30 dernières années, des fois, il y a eu des ghettos où ce que les policiers n'étaient pas les bienvenus. Il y a encore des endroits que c'est un peu plus difficile. Puis ça vient toujours par vague. Dans un secteur comme Montréal-Nord, il suffit d'un événement pour que, pendant plusieurs années après, ça soit difficile, les relations. Mais il y a comme deux Montréal-Nord. Tu as un Montréal-Nord qui est très, très enclavé, très difficile. Puis tu as un Montréal-Nord quand même qui est un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Tu sais. Donc, il y a quand même des beaux endroits pour vivre. Puis il y a du bon monde aussi à Montréal-Nord. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à Montréal-Nord, de se promener là. Parce qu'il y a eu des fusillades dans les Ben dernières oui, années, là, tu sais, à ben Montréal. oui, Là. ben Moi, je veux oui. dire, j'ai grandi à Montréal, puis je veux dire, il me semble que, tu sais, oui, il y avait des choses, mais écoute, je prenais l'autobus à 10 ans, moi, là je marchais, métro Laurier, tu sais, je suis pas sûre que, je sais pas, est-ce que... Puis il y en a qui le font encore, là. Il y en a des familles qui Ouais. grandissent, leurs enfants grandissent à Montréal. Puis on voit dans, tu sais, comme à Paris, comme en Europe, etc., il y a des places où les policiers veulent même pas. Est-ce qu'on a des quartiers comme ça à Montréal où les policiers veulent pas mettre les pieds parce qu'ils ont peur à leur vie? Est-ce qu'ils ont peur de leur vie? Je voudrais pas dire ça comme ça. Je dirais qu'ils vont prendre des précautions avant d'aller dans certains Ils iront pas pour bâtiments, rien. certaines rues. Mais est-ce qu'il y a des zones de non-droit à Montréal présentement, comme c'est le cas, mettons, en France, où il y a des zones de non-droit? Je C'est dirais quoi pas une ça. zone de non-droit? Ben, en France, on va parler des quartiers chauds, là, où ce que, lorsqu'il y a quelque chose qui va se passer, des appels, bon, les policiers vont y aller avec vraiment plusieurs effectifs parce qu'ils savent qu'ils vont se faire caillasser, ils vont se recevoir des cailloux, il y en a même qui vont se recevoir des tirs de mortier, des tirs de feu d'artifice, parce que c'est les criminels qui ont pris possession d'un quartier. Donc, les policiers ne peuvent pas arriver là juste avec une ou deux auto-patrouilles parce qu'ils vont être en nombre insuffisant. Donc, s'ils ont à se déplacer dans ces zones-là, bien, ça va être plusieurs minutes. Il va y avoir vraiment une planification qui va être faite. OK, on y va de telle façon avec 8, 10, 12 véhicules, avec tels effectifs en support, parce que justement, ils savent qu'il y a des gens criminalisés, des délinquants, qui peuvent être mineurs ou majeurs, qui ne veulent pas voir les policiers dans leur quartier. Fait que ça existe en Donc, tu as France, la population qui sont là, qui tout à vivent fait, sous le... le joug des criminels. Puis, en France, si on regarde ça, ben malheureusement, tu as des partis politiques qui encouragent cette désobéissance civile-là, cette radicalisation-là. Tu as des partis politiques qui appuient ça. Donc, ça dérape là-bas. Puis, il y a Ça beaucoup de leur donne du Français. pouvoir, j'imagine. Bien, tout à fait. Puis, il y a beaucoup de Français. Déjà, les Français, à la base, aiment beaucoup, beaucoup argumenter entre eux. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions, contrairement aux Québécois, parce que nous autres, c'est rare qu'on veut se chicaner. On n'a pas de la chicane ici. Euh, mais là-bas, il y a beaucoup de C'est gens qui veulent controversé. sortir de la France. On va sur le plateau Mont-Royal, puis on est allé là, puis on le voit qu'il y a énormément de Français, parce qu'on a une meilleure qualité de vie ici, que le climat social est quand même bien au Oui, puis Québec. on dirait on ghettoise un petit peu. Oui, ils ont un réflexe de ce qui est ghettoisé, mais c'est pas nécessairement, ça vient pas nécessairement de la population, de les Non, ghettoiser. non. Je pense pas. Là, je ne suis C'est pas un ça. expert en affaires Ouais. françaises, mais j'ai quand même certaines connaissances. Puis ça vient pas de la population, ça vient d'un changement sociétal. Ça vient du regroupement de personnes. euh, on en parlait un petit peu avant qu'on commence l'entrevue. Un groupement de personnes qui ont juste des droits, puis qui n'ont pas de devoirs, qui n'ont pas de responsabilité envers la terre d'accueil. Donc, si tu arrives à un endroit puis que tu fais juste revendiquer des droits, puis que tu ne t'impliques pas dans la société,
Puis c'est la même chose pour quelqu'un si on retourne au Québec. Si tu es ici au Québec, puis que tu t'impliques pas pour ta communauté ou pour tes communautés ou pour ta société, puis tu fais juste revendiquer des droits, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, ben Toi, qu'est-ce que tu as à offrir en retour? exactement. C'est ça. Puis C'est un moi, échange. je pense toujours à John F. Kennedy qui avait dit ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Puis là, malheureusement, on vit dans une époque où ce que les droits individuels, surtout au Canada, à cause de la Charte des droits et libertés, les droits individuels ont pris le dessus sur les droits collectifs. Donc, mais ce que les gens, éventuellement, doivent comprendre, c'est que tes droits individuels, parfait, on est d'accord tout le monde avec ça, mais ils s'arrêtent où est-ce que les droits des autres commencent. Commence, ben oui. Tu n'as pas un droit absolu à faire tout, à dire n'importe quoi, à propager la haine, peu importe envers qui. Tu De n'as pas ce décider que ça va se droit-là. passer comme ça, puis de telle manière. Mais puis que- non. On est dans une démocratie, on a des discussions, des débats sur tous les sujets, puis c'est pas à toi de dire non, non, si tu me crois pas, ben t'es tu devrais pas avoir Non. droit de parler. Que des bons échanges, puis un bon respect d'opinion, puis c'est comme ça qu'une société évolue. Si c'est sur... puis si Puis- c'est toujours de brandir Puis c'est de trouver le centre là-dedans, le côté modéré et pragmatique entre les deux positions. Ben non, écoute, tu n'auras pas tout ce que tu veux, puis toi non plus, tu n'auras pas tout ce que tu veux. On va trouver le compromis. C'est là qu'il faut fonctionner. Si on fonctionne toujours avec les radicaux de gauche ou les radicaux de droite, qui sont toujours en opposition, c'est des frères siamois, là, finalement, bien, on ne peut pas gouverner une société pas avancer. avec ces deux extrêmes-là. Là. Donc, tu as certaines bonnes idées, On va essayer de ramener ça dans le centre-gauche, centre-droit sur certaines questions, mais on ne peut pas... Puis il y a une question de culture aussi auquel les policiers qui arrivent dans des villes où il y a quand même différentes cultures, par des parents qui ont été éduqués d'une certaine façon, qui pensent que ça peut se faire aussi au Québec. Nous, on le voit comme enseignants. Des fois, avec des enfants dans une classe où on se dit, hop là, tu sais, ce petit garçon-là, cette petite fille-là va peut-être vivre telle chose parce que les parents doivent quand même avoir un accompagnement parce que ce qui se faisait ailleurs, ça ne peut pas se faire ici. Tu ne peux pas corriger ton enfant à coup de bâton, là. Mais non. Ça ne marche pas. Ça, Tu sais, mais il y en a qui ont été élevés comme ça parce que ça Ouais. faisait partie de l'éducation dans le pays où ils étaient. Donc, il y a une éducation. Puis ça aussi, ça fait partie de la job des policiers. Ben oui, tout à fait. Des fois, j'ai eu des appels comme ça où ce que, ça semblait être admis. Puis non, ici, vous ne pouvez pas faire ça. Je comprends que dans votre pays, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas les mêmes règles, ce pas les mêmes valeurs. Donc, même chose au niveau de la correction de la femme. Ben, tu as certaines religions, puis moi les religions, ça fait longtemps que je suis un peu débarqué de ça, dans le sens que peu importe les religions, là, dans le sens qu'ils considèrent, lorsqu'on parle je nie pas que certaines personnes ont besoin de la religion, ça peut faire du bien, puis dans certains moments, moi-même, je peux avoir des pensées spirituelles, mais de là à dire que les gens qui sont radicaux dans certaines religions, catholiques, musulmanes, les radicaux, je précise, les radicaux, Oui. ben ils traitent la femme comme un sous-produit de l'homme, là. Puis ça, c'est pas acceptable dans nos valeurs ici. C'est nos mères, nos grands-mères se sont battues pour la libération de la femme. Donc, on a une difficulté avec les religions qui imposent des dogmes aux femmes. Et donc, ça fait juste pas partie de notre cheminement comme peuple. Puis, des fois, ça amène des fictions. Parce que... Puis d'avoir des policiers qui sont de plus en plus issus d'autres communautés, parce que ça aussi, ça a évolué, là. Il y a un apprentissage à leur faire à ces policiers-là, puis eux aussi, de toute façon, ils peuvent quand même des fois un peu plus comprendre, peut-être, qu'est-ce que... Ben, en fait, Ou être plus réactifs aussi. moi, quand j'ai commencé, là, 30 ans, là, en 91, là, il n'y avait presque pas de policiers issus de la diversité. Il y en avait quelques-uns, mais il y avait plus des femmes qui commençaient à faire leur chemin. Puis au fil des années, on a un là qui arrive une. Puis tranquillement, ils ont commencé à augmenter le nombre d'effectifs. Puis moi, la volonté, puis je suis vraiment transparent là-dedans, c'est il en faut plus. Ben oui. On veut plus de femmes, on veut plus de diversité. Qui représentent les la citoyens. communauté. C'est ça. Mais
il y a certains parents, tu nommais, là, qui ont vécu des expériences désagréables dans leur pays, avec des policiers corrompus, avec des policiers qui sont au service de la politique. Donc, eux autres, ils n'aiment pas la police quand ils arrivent ici, puis ils pensent que la police, c'est partout pareil. Donc, ils font des amalgames en se basant sur leur expérience là-bas. Le plus bel exemple qu'on a dans les dernières années, c'est l'histoire Camara. L'affaire Camara, si on se souvient, ben, c'est un policier dit racisé qui intercepte un conducteur racisé, donc il donne une contravention pour un cellulaire, puis au moment de retourner dans son véhicule, il se fait attaquer, le policier, dans le dos. Il y a un combat, l'homme essaie de le désarmer, le policier se fait enlever son arme, prend la fuite en courant parce qu'il sait qu'il va se faire tirer par le suspect. Le suspect tire vers le policier, il manque. Le policier réussit à aller se réfugier dans un logement de locataires. Appelle du renfort, il est en panique, il a eu peur de mourir. Il dit, c'est le dernier conducteur que j'ai intercepté, c'est lui qui m'a sauté dessus. Puis, bon, les policiers trouvent le véhicule qui avait quitté les lieux, trouvent l'adresse, sans voir l'adresse. Le suspect arrive, c'est M. Camara, il l'arrête, puis il menotte, puis bon, ça brasse un peu. Là, il est amené en prison au niveau du centre opérationnel. Puis là, il y a eu une erreur dans le sens que il y avait des caméras du ministère des Transports qui étaient disponibles, mais qui n'ont pas été visionnées, disons, dans les 24 premières heures par les enquêteurs. Ça a été visionné juste 3 ou 4 jours après. Donc, M. Camara a été détenu illégalement, dans le sens que c'est pas lui qui l'avait fait. C'est un individu qui lui ressemblait beaucoup, qui est arrivé, la même couleur de peau, le visage similaire, puis qui a attaqué le policier. Mais quand le policier est dans le stress, là, puis qu'il voit 2 personnes qui se ressemblent... Il pensait que c'était le conducteur qui venait d'arriver. Donc, M. Camara, là, il a vécu des heures d'enfer, des jours d'enfer. Ça, c'est une erreur policière. C'est une erreur. Une erreur d'identification, mais de bonne foi. Puis là, ben, ça a été le scandale. OK, là, c'est du racisme. Il a été arrêté, donc le policier était raciste. Il a été détenu, c'est du racisme. Là, les élus se sont... c'est celui qui allait dénoncer le plus fort le racisme du policier. Faire du capital politique là-dessus. Faire du capital politique, mais sans connaître les faits, sans connaître les preuves. Juste avec du perception des ressentis. Puis là, on parle d'élus, là. Oui, non, c'est ça. On parle d'élus qui devraient avoir un recul. Puis de dire, j'étais pas là, est-ce que j'ai pris connaissance de tous les détails de l'événement? Parce que ça aussi, là... C'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui est sur Twitter, là. C'est des élus qui sont responsables ultimement du corps de police. Puis qui ont une voix, qui ont un porte-voix aussi. Là, exact. Donc, il faut être très prudent avant de dire n'importe quoi. Puis, bon, les gens ont mis de l'huile sur le feu pendant plusieurs journées. Puis, bon, finalement, il y a eu une enquête du juge Dionne, un juge indépendant qui a été nommé pour faire une enquête de tous les faits et circonstances. Puis, les conclusions sont claires. Oui, il y a eu des problèmes au niveau de la preuve, au niveau du visionnement, au niveau du traitement. C'est une erreur d'identification. Il y en a qui sont alimentés par ce qui se passe aux États-Unis aussi. Tout à fait. Tu sais, comme, par exemple, là, Floyd, etc. Ben oui. Tu sais, je sais que tu as commenté ça parce que il y a eu une erreur, il y a eu de la brutalité policière. Et ça en est un vrai exemple de brutalité, de possiblement racisme. En tout cas, ça regardait mal, là. C'est pas... Ben, il y a le policier en question, j'oublie le nom, là, mais bon, il a été condamné pour meurtre, puis c'est bien fait, dans le sens que, puis là, il faut faire attention, parce que la formation policière aux États-Unis est complètement différente de la formation ici. Il y a plusieurs différences au niveau de l'usage de la force. Mais la clientèle est un peu différente aussi. Bien, la clientèle, puis la culture est différente, l'histoire est différente, il y a plein de choses différentes. Mais une chose est certaine, c'est que la technique qui a été employée dans George Floyd, c'est une technique que nous, on va faire ici aussi. C'est une technique de maîtrise d'un individu violent. On appelle ça un travail en équipe. Donc, on va être 3, 4, 5 policiers pour maîtriser quelqu'un, pour éviter des blessures aux suspects, puis éviter des blessures aux policiers. C'est une technique qui vient des hôpitaux psychiatriques
lorsque quelqu'un est en décompensation puis casse tout dans sa chambre, bien, tu as une équipe d'infirmiers qui vont rentrer dans la pièce puis ils vont maîtriser la personne avec chacun Un arrêt d'agir, comme nous autres à l'école, on appelle ça un d'agir. arrêt d'agir. Mais à 4 ou 5 personnes pour limiter les blessures. Donc, quelqu'un s'occupe de la tête, quelqu'un s'occupe du bras droit, quelqu'un du bras gauche, quelqu'un du bassin, quelqu'un des jambes. Donc, c'est les policiers, c'est ce qu'on fait. Puis, une fois que la personne est menottée, ce qu'on enseigne aux policiers, OK, on a réussi, là, avec peine et misère, parce que quelqu'un peut être très fort, là. Une fois qu'on a réussi à le menotter, la première chose qu'on doit faire, c'est le mettre sur le côté, en position latérale de sécurité, puis regarder ses respires, puis dégager ses voies respiratoires, puis sa bouche, ne pas le compresser vers le sol. Là, ce qu'on voit dans Floyd, c'est dès qu'il est menotté, mais non. Le policier en question, il demeure le genou dans le cou, continue à faire une compression thoracique, puis d'après moi, il a été informé dans sa formation que tu ne pouvais pas faire ça. Puis s'il n'a pas été informé, c'est parce qu'il était mal formé. Mais tu ne peux pas faire ça. La personne là, est en crise, a consommé des stupéfiants. Ses battements cardiaques sont peut-être à 240 minutes. Plus l'adrénaline, plus le stress. Plus l'adrénaline, plus la drogue, plus la combinaison de ça. Il faut qu'il respire. Il faut que tu dégages ses voies respiratoires. Fait qu'il a été vraiment insouciant. Puis il n'a pas fait son rôle de policier comme il aurait dû le faire. Puis les autres policiers autour qui essayaient de dire « Hey, écoute, c'est correct », en voulant dire « Il est menotté ». Bien, lui, Chauvin, qui s'appelle, bien, il les a pas écoutés. Mais les policiers autour auraient dû, à un moment donné, dire « OK, c'est assez. Le prendre. Tu débarques. Ouais. Puis là, le placer. » Bien, ils l'ont pas fait. Non. C'est pour ça qu'ils ont été condamnés aussi. Donc, c'est ça. Oui, parce que là, c'était rendu que le suspect est en danger de vie par... Là, il fallait qu'il soit en danger de mort, c'est ça, en danger de vie, en danger de mort. C'est ça, puis qu'ils ne sont pas intervenus, là. Ben oui, donc, là, il arrive cet événement atroce-là, qui est repris par un mouvement Black Lives Matter, qui est amené à Montréal, que là, OK, on cherchait un événement pour repartir une ribambelle d'amalgame. Puis là, ben, on commence. Là, il y a des manifestations. Puis, ce qu'on entend pendant ces mois-là, ces semaines, ces mois-là, suite à George Floyd, c'est des élus qui vont dire que c'est inadmissible puis qui vont faire des amalgames entre les policiers américains et les policiers de Montréal. Puis les policiers du Québec. Puis moi, j'ai été encore policier quand c'est arrivé, Floyd. Puis j'ai vu, suite aux manifestations, j'ai vu les policiers de Montréal dire « Ah ouais, Stéphane, ils pensent vraiment qu'on est comme ça. » Bien, c'est beau. Il y en a qui ont commencé à se désengager, là, qui ont dit les élus, ils ne nous appuient pas, puis ils pensent qu'on ferait ça. Bien, c'est correct. On va mettre la pédale douce. Ils ne veulent plus qu'on travaille, ils veulent plus qu'on... Ils pensent qu'on n'est pas professionnel. Bien, on va mettre la pédale douce. Puis là, le désengagement a commencé vraiment à s'accélérer à partir de 2020. Après Floyd, je l'ai vu, le changement à Montréal. Puis, es-tu encore là? Bien, tout à fait. Puis, tu sais, des policiers qui se désengagent de leur communauté, puis envers le... C'est pas contre les citoyens, là, c'est en lien justement avec l'employeur et tout ça, mais c'est dangereux, là, pour la population. Bien, c'est dangereux. Pour eux autres mêmes. Je vais faire attention, parce que quand on dit que les policiers se désengagent, quand moi je le dis, je veux juste préciser pour que ça soit clair. C'est pas parce qu'ils font pas leur travail. C'est pas 100% des policiers qui se désengagent. La majorité sont engagés. Ce qui augmente depuis 2020, c'est le désengagement. C'est qu'il y en a de plus en plus qui se désengagent. Puis, on le voit, la profession. qui quittent la profession avant le 30 ans souhaité. Avant ça, on voulait prendre notre pension à 30 ans. Il y en a de plus en plus qui quittent plus tôt à la retraite. Puis, les jeunes ont de la misère, ils ne veulent plus venir à Montréal à cause du contexte social. Donc là, ils ont fait un blitz. Il y a des investissements qui ont été faits pour essayer d'avoir des grosses promotions des co-contingents de jeunes policiers. Ils ont signé une nouvelle convention collective pour essayer d'encourager les jeunes à venir. Mais ça aurait pu être évité si, dès 2020, les élus avaient dit « Écoutez, les policiers de Montréal, ce n'est pas les policiers américains. Il faut se calmer, puis on leur fait confiance. Jusqu'à preuve du contraire. » Si les élus avaient fait ça, là, bien, on n'aurait pas eu cet engrenage-là des vieux qui veulent partir, des jeunes qui ne veulent pas venir. Mais c'est ça, les élus, pour plaire
à une certaine base électorale, qui est plus anti-police, ils ont dit des énormités, puis ça a découragé les policiers. Mais tu sais, quand tu es anti-police, je veux dire, c'est pour protéger la communauté que tu représentes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des failles, puis qu'il n'y a pas des erreurs, puis qu'il n'y a pas des policiers qui ne sont pas à leur place, puis ça, il y en aura, tu sais, dans toutes les professions. Dans tous les métiers. Mais, puis effectivement, tu sais, ça... Puis tu sais, moi, je ne suis pas une hyper, comme je dis, une revendicatrice des syndicales ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, je trouve qu'un policier, ça gagne pas assez cher. Je sais que ça gagne bien sa vie, mais je trouve que c'est un métier qui est dangereux, là. Tu sais, tu peux... Tu sais, c'est... Tu sais, je comprends, là. C'est quoi l'échelle salariale d'un policier, à peu près? Quand tu commences la police, c'est à peu près à combien? Aujourd'hui, en 2023? Bien là, avec la nouvelle convention collective qui vient d'être signée là, à Montréal, là, je ne veux pas me mélanger, mais je crois que ça va être autour de 46 000, 48 ou 51, là, je me souviens plus. Ouais. Puis il y a moins d'échelons qu'il y en avait dans le temps. Donc, tu vas monter plus rapidement, les échelons. Donc, ça, je me garde un bémol sur les chiffres exacts. Mais moi, Mettons qu'on dit je 50 pense, 000 ou 47 000. en commençant. 46, en commençant. Ouais. Puis ça peut finir à combien après 30 ans? En moyenne, les policiers font autour de 100 000 par année. En général, là, on fait environ autour de 100 000 par année. Il y en a qui vont en faire plus parce que, bon, ils font énormément de temps supplémentaires. Ouais. Fait que, bon, il y a des gens qui vont faire 150. Mais en moyenne, c'est 100 000 par année. Puis moi, je dis que, puis j'ai toujours dit ça, je dis que je pense que le salaire, il est bon. Je pense que c'est correct. Pour les jeunes, c'était pas bon. Mais en général, je pense que c'est un bon salaire. Puis, personnellement, moi, je pense que les infirmières, les ambulanciers devraient être... Parce qu'eux autres aussi, ce sont des sauveurs Bien, de vie. certainement, entièrement Puis d'accord. les Je mets ça au même niveau. les Là. paramédics, là, j'ai des ambulanciers, Oui. les paramédics de mes amis qui vont dire « Hey, on n'est pas des ambulanciers. » Mais les paramédics, il y a aussi un désengagement parce qu'ils ont de la misère à faire 5 ans de carrière parce que leurs conditions salariales sont épouvantables. Ce sont des sauveurs de vie essentiels dans dans notre société. Puis si on ne veut pas reconnaître leur travail, bien, il y en a qui font d'autres choses. Les infirmières, ça dépend, encore là, ça dépend. Il y a différents types de tâches à attribuer Oui, les aux infirmières, c'est infirmières. qu'ils vont à l'université, c'est que devenir, bon, tu sais, il y a plusieurs échelons pour être payé plus cher, comme en enseignement. Plus tu vas te chercher de la formation, plus tu as une échelle salariale. Tu sais, il y en a des enseignants qui vont faire près de 100 000 par année. Tu sais, je trouve que je veux dire, leur vie n'est pas en danger, là, à moins d'un attentat dans une école, là. Qui arrive Mais pas tu sais, si qui n'arrive pas si souvent. Moi, quand je dis, moi, je me dis, tu sais, tu peux gagner, tu commences à 50 000. Mettons, mon garçon voulait aller dans la police, 50 000. Je me dirais, tu sais, ça prend vraiment il y a vraiment, on dit, ça prend une vocation. Je trouve que la police, c'est vraiment un don de soi. C'est vraiment un don. Comme enseignante. C'est comme enseignante. C'est Oui. ça. Fait que, tu sais, quand tu te réveilles puis tu dis, moi, je suis rendue dans la police, je suis rendue enseignante, on le sait combien ça gagne un policier. On sait combien ça gagne un enseignant. Si on choisit ça ne veut pas dire qu'on est contre le fait que ça s'améliore. Non. Mais on va pas là pour l'argent. Non. C'est pas la première motivation. C'est pas la première motivation parce que... Parce que 45 000, tu peux faire ça, oui. tu sais, je veux dire, avec un ça cours... peut pas être ta première motivation parce que tu as bien trop d'enjeux différents qui vont venir scraper ta vie. Tu vas voir des choses. Comme policier, là, tout le pire de l'être humain, les policiers le voient. Puis quotidiennement. Quotidiennement ou avec les 2 jours. On va voir le pire de l'être humain. La misère humaine. Le pire de la misère humaine, le pire de... que ce soit les agressions envers les enfants, les meurtres d'enfants, la violence conjugale, la mère qui ferme les yeux sur les agressions d'un père pour sauver son couple. On voit toutes sortes d'affaires que tu te dis, mon Dieu, ça se peut-tu? Puis des carnages, des scènes d'horreur qu'on voit à répétition dans une carrière. Puis chaque scène qu'on vit, ça laisse des séquelles. Donc, on se fait une grosse armure. C'est une image, mais on a une veste par balle, mais c'est comme une armure. Mm-hmm. Mais à un moment donné, à force d'avoir des coups de couteau dans ton armure, elle va se percer.
Puis, à un moment donné, c'est un trop-plein, puis t'as plusieurs policières dans leur carrière qui vont avoir des chocs traumatiques. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. Tu peux plus en voir des images. Fait que là, Puis ça doit être dur, l'impact sur une vie de couple, sur une vie de famille, un policier. je pense que le taux de séparation dans les couples policiers, là, je pense que ça suit quand même assez bien la tendance des couples en général. Je pense pas qu'il y ait une si grosse différence. Fait qu'il y a peut-être un couple sur deux qui va se séparer avec le temps, là, après quelques années. Mais chose certaine, c'est sûr que lorsque tu rencontres une femme, mettons que tu es un homme, tu rencontres une femme, tu lui dis, écoute, je m'en vais dans la police ou je suis policier. Voilà mon quotidien, voilà ce que je vais vivre. T'es sûr que tu veux vivre ça? Oui. Oui, c'est correct. Ouais. Ça me tente. Ben, des fois, après une couple d'années, la petite madame, c'est pas une belle expression, mais Ouais. tantôt on disait la petite fille, mais la madame Ouais. ou le conjoint, Conjoint ou la conjointe. ben, elle va peut-être dire, écoute bien, là, oui, tu m'avais averti, mais je pensais pas que ça serait ça. Tu Là. ventiles à tous les jours. Là. Faut que Hey! tu ventiles à tous les jours. Non, mais c'est parce que Ouais. ça, c'est une autre affaire. Ouais. C'est que tu as des conjoints qui sont pas prêts à avoir les confidences d'un policier ou d'une policière qui est conjoint. Non. C'est trop dur. Ah ouais. Donc, toi, comme policier, comme policière, tu veux protéger ton conjoint. Donc, tu lui parles pas Fait que tu gardes des ça pour détails. toi. Ouais. Tu le gardes entre toi, puis tu en parles à tes chums. Puis, OK, on va aller prendre un verre. Puis, au fil du temps, par exemple, ce qu'il y a vraiment eu comme changement en 30 ans, c'est que dans le temps, on n'allait pas consulter. On prenait juste des verres. Ah non, parce que c'était... C'était pas bien vu. C'était pas bien C'était vu. faible. Ça était faible. Mais au fil du temps, là, l'arrivée de la femme, c'est un des impacts positifs. C'est que les femmes qui sont plus proches de leurs émotions ont permis, quand ça allait pas bien, disons sur un événement, de dire, hey, on va en parler. Puis d'ouvrir au fait que, hey, j'ai le droit de parler de mes émotions. Puis tu as de plus en plus de gars qui sont capables d'aller demander de l'aide. Donc, notre programme d'aide au service de police, on appelle ça le programme d'aide au personnel policier, le PAP. Ça fait, je pense, 22-24 ans que ça existe. En tout cas, une vingtaine d'années passées, ça, c'est sûr. Bien, ils sont submergés de demandes là, psychologiques pour des traumas, pour des cas personnels. Et puis les jeunes policiers masculins doivent être plus... Ils sont plus ouverts. sont plus ouverts, Ouais. puis ça... parce qu'effectivement, c'était un monde d'hommes, mais d'ego aussi et d'orgueil dans ton temps. Là, t'as pas, Il y a t'sais, encore t'as pas beaucoup d'ego et Moi, d'orgueil. encore. Ben OK. oui. Ouais. Oui. Ça s'améliore tranquillement, pas vite, mais... Puis plus que tu veux monter dans une organisation, plus que ton ego est fort, puis ton orgueil est fort. Tu peux pas monter sans avoir ces caractéristiques-là. Tu as un très gros ego. Puis il y a... tu peux pas être cadre sans avoir vraiment une confiance, puis vouloir vraiment, vraiment, vraiment te démarquer. L'image de l'homme, Ouais. Ou la femme de la pouvoir. femme tu de sais. pouvoir. Ouais. Ils ont des égos incroyables, ces gens-là. Puis c'est pour ça qu'il y a des guerres de pouvoir. Plus que tu montes, plus qu'il y a des guerres de pouvoir. Puis on a vécu à Montréal. Ça a toujours existé, les clans. T'es mon ami, je suis ton ami. Ouais, mais lui, il est moins mon ami, mais on ne dira pas. C'est très politique. Très politique. Plus que tu montes, plus que c'est politique. Fait qu'il faut que tu fasses attention pour forcer les. C'est encore un l'ego. milieu, tu sais, comme on parle un peu de l'armée, c'est un peu à l'extrême, mais tu sais, la place des femmes, tu sais, des jokes encore qui n'ont pas d'allure, les filles en vivent encore de tout ça. Non, là. non, mais attends, là. Oui, il y a encore des jokes. Ça a changé un petit peu, je dirais, que le phénomène MeToo depuis 3 ans. Ben, depuis 3 ans. Ça fait L'homophobie, déjà 5. il y en a de ça. C'est très rare. La réalité, là, puisque le public là, Ouais. ne sait pas, là, c'est que l'arrivée des femmes puis l'arrivée de la diversité, ben la majorité de ces gens-là, là, ils ont un humour incroyable d'autodérision. Donc, il va y avoir des policiers gays ou lesbiennes qui elles-mêmes font des jokes sur le milieu gay. Souvent en amont de... Ben oui, ouais. parce que c'est super drôle. Puis moi, j'ai des amis gays qui sont super drôles quand ils jouent à la fofolle. Là. Ouais, Ben, tu sais, ils en mettent, ouais. mais
ça existe dans la police, Ouais. des gens qui sont capables de rire d'eux-mêmes, de rire de leur communauté, de rire de leur... Moi, ma dernière équipe de travail, c'est les Blancs francophones dits de souche qu'on était en minorité. Moi, j'étais superviseur d'une équipe de travail dans Rosemont-Petite-Patrie en 2018 puis 2020. Puis, j'avais 11 policiers. Puis, sur 11 policiers, en fait, on était 11. Puis, sur 11 policiers, il y avait 8 personnes qui venaient issues de la diversité. J'avais 2 filles, mais j'avais des gens qui étaient latinos, d'autres maghrébins, d'autres arabes, d'autres haïtiens. J'en avais de partout. Puis, entre eux autres, même s'ils étaient originaires de d'autres pays, mais c'était des vrais Québécois, dans le sens que, Ah oui, ben oui. pleinement intégrés, ils se faisaient des jokes. On sait bien, toi, ton cousin, dans ton pays, comment ça marche. Hey, moi, si j'avais dit ça, là, peut-être qu'ils... Ben, pas eux autres. Eux Ouais, autres, je non, sais qu'ils pas eux l'auraient autres. pris, ils l'auraient bien pris. Mais quelqu'un t'aurait entendu dire ça. Il aurait dit, as-tu vu comment Comment le il gars, parle à ses... comment il parle à En son plus, gars c'est le espagnol? boss, c'est Ben oui. le gars d'équipe. Là, Mais eux autres, ils se taquinent sur Ouais. leurs différences au niveau justement, de communautaire. Puis, des fois, ils me sortaient... on parle de policiers qui avaient entre 24 et 32, 34 ans. Hey, c'est jeune, Puis 24 des fois, ans. oui, mais ils me sortaient des jokes sur Ginette Renault et Céline, là, parce qu'ils connaissaient la culture Ouais. québécoise. Ouais. Hey, ça, c'est comme quand notre Ginette, elle a chanté telle affaire. avec Céline. Fait que c'est ça, la police de nos jours. Parce qu'un policier peut arriver policier là, à quel âge? 21, 22? 21, normalement, là. Hey, c'est jeune, c'est des bébés. Mais tous ces gens-là, là, ils ont intégré avec leur bagage. Ils sont drôles. Là. Il y a du monde drôle, des femmes, des gens de la diversité. Puis ça se mêle à l'humour de police, qui est un peu une soupape de protection. On a un humour qui est très ironique. On est très... un peu comme on voit des fois dans certaines émissions de police, là, ou même... Mettons la recrue, là. C'est-tu représentatif, ça, la recrue? La recrue, je ne l'ai pas écoutée. OK. Non, moi, je pensais plus à District 31. OK, ouais. C'est une C'était-tu série représentatif? québécoise. Ben oui, c'est OK. représentatif. Parce que tu vois toujours le pire. C'est toujours négatif. Donc, il faut que tu aies une soupape pour rire des situations, même quand c'est dramatique. Donc, on essaie il y a beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie, beaucoup de deuxième, du troisième degré. Mais ça aide psychologiquement, Oui. après ça, à affronter ce que vous avez à affronter durant votre heure de travail, là, vos heures de On n'a pas le travail. choix. Parce que ça ne peut pas être tout le temps neutre, Non. plate. Sérieux, puis avec les puis émotions rigide, sérieuses. Non, puis- il faut qu'on soit capable de Une rire des soupape. situations parce que sinon, on va imploser. C'est trop nocif ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on entend. Tu as eu la prise d'otage et tu en as eu un autre aussi, tu as eu une autre fusillade OK. dont on n'a pas parlé. Mais c'est quoi à part, là, j'imagine que c'est un gros événement parce que justement, tu as tué un homme et tout ça. Mais c'est quoi les choses qui t'ont plus marqué dans ta carrière, que tu as vu justement dans la misère humaine, des histoires qui t'ont vraiment marqué puis qui vont t'accompagner toute ta vie, ta carrière? Le pire, c'est le meurtre d'enfant. OK. Le meurtre d'enfant. Puis je ne rentrais pas dans tous les détails, mais une séparation justement qui a mal viré. Un père qui était éploré. Puis ça arrive. Des fois, c'est des pères qui vont suivre leurs enfants. Des fois, c'est leur mère aussi. Des mères qui tuent. C'est arrivé. Puis, c'est ça, un appel. C'était pas moi qui étais en charge de l'appel comme tel, mais j'étais en support. Puis, c'est un père qui avait tué son garçon, qui avait à peu près 4 ans. Puis, je vais passer les détails, mais... tu sais, quand tu as un enfant à la maison qui a à peu près le même âge, c'est sûr que tu comprends pas. Puis le père s'était suicidé après. Là. Tu comprends pas comment... Parce que tu sais que quand tu as un enfant, tu l'aimes d'un amour absolu. Puis tu comprends pas pourquoi. OK, je comprends que toi, tu souffres, peut-être, puis tu n'es pas capable de trouver une solution, puis pour toi, c'est ta solution. Mais... pourquoi vouloir faire mal à l'autre à ce point-là en enlevant la vie de ton enfant? Mais, tu sais, ces gens-là qui commettent ça, là, des infanticides, là, tu fais le lien avec ton enfant. Puis quand tu arrives à la maison,
ben, tu regardes ton enfant, tu te dis, comment ça fait que toi, tu vis, puis l'autre, il n'aura pas la chance que toi, tu sais. Fait que ça rentre. Ça rentre dedans, puis tu vois l'image longtemps. Tu sais, des fois, ça va être par noyade que des parents vont le faire. Des fois, ça va être avec un couteau. Puis ces images-là, tu vas les voir tout le temps, là. Fait que c'est ça. Ça avait été très difficile. D'autres situations, agressions sexuelles aussi que j'ai vues. Puis on dirait que quand c'est un enfant, c'est toujours pire au niveau Parce que psychologique. l'innocence de Oui, l'enfant qui est là-dedans, c'est ça, oui. naturellement, on n'approuve pas plus ça sur Non. un adulte, mais tu vois, la vulnérabilité, puis un enfant, c'est pas censé subir de la violence ou des agressions. Comment ça se fait que tu as agressé cette fille-là de 15 ans? Puis là, c'est toi qui la ramasses, la petite fille, là. Puis tu la vois ravager, là. Puis là, tu l'as, le gars, là. Tu l'arrêtes. Puis ce que tu aurais le goût d'y faire, si on était... Dans une république de bananes, ouais, où c'est ou chacun dans sa loi, là. la préhistoire, là. Oui. Mais comment tu peux faire ça? T'as pas aucune... fait que c'est pour ça que j'utilisais l'image tantôt des prédateurs. Comment tu peux agresser quelqu'un sur une piste cyclable ou encore là, il y en a un qui a été condamné, ça fait 2-3 jours là, avec l'ADN, mais 29 ans plus tard, je pense. c'est ça. Mais Puis comment ils peuvent faire ça? Parce qu'il avait gardé un morceau de lin. Non, il avait prélevé des ouais, à ce il y avait eu moment-là. une trousse dans le temps, donc Oui. il y avait des Des prélèvements. liquides biologiques. Ils ont été capables de faire le... Mais ça devient des prédateurs, ça devient des animaux. L'homme peut être un animal pour l'homme, puis c'est ça, ça fait... c'est des appels là, qui sont marquants, là. Agression sexuelle, là. Puis, Transporter la fille, l'amener à l'hôpital, faire la trousse, la voir dans tous ses états, se déconstruire, se décomposer. savoir Puis qu'elle des ne sera plus fois, jamais la même. elle sera plus jamais la même. Jamais la même. Puis des fois, la mère qui nie. Ça, j'ai vu ça aussi. Non, ça peut pas. Quelqu'un, c'est un mécanisme de défense, on le connaît, là, mais Puis souvent, c'est des gens dans l'entourage quand ça arrive. ben oui. là. Ben oui, il y a beaucoup d'agressions sexuelles, c'est dans l'entourage. Le nouveau chum, Voisin. le voisin, l'oncle, le grand-père. Fait que c'est épouvantable que les humains soient capables, par mécanisme de défense, de fermer les yeux sur des agressions. C'est épouvantable. Mais imagine, tu t'es fait agresser, puis en plus, tu vois ta mère nier ça, puis dire que, tu sais, c'est pas vrai, c'est faux, là, fait que tu dis à qui je me confie. Bien, c'est ça. Même ma mère ne veut pas me protéger. Mon père m'a agressé, puis ma mère le nie. Ne veut pas. Ah, tu me parlais d'une anecdote aussi, là, tout à l'heure, justement, j'aimerais ça que tu la racontes, tu es arrivé sur dans une famille, justement, où vous avez vu qu'il y avait comme eu de la violence, Oui. puis c'est la jeune fille qui... Ben c'est ça, celle-là, je suis dans Hochelaga Maisonneuve, 2004-2005, on a un appel de soir, il est peut-être 22h30 le soir. Je finis mon corps vers 11h15. Fait que je suis vraiment vers la fin du chiffre. OK, ça brasse à côté, les voisins appellent. Nous, on arrive, on entend crier ou pleurer à l'intérieur, fait qu'on rentre. Dans un cas comme ça, on n'a pas besoin de mandat. Il faut rentrer pour sécuriser le plus rapidement possible. Donc, on rentre à l'intérieur. Puis là, on ne les voit pas se battre, le couple qui est là, mais il y a 3 enfants. Puis on voit, il y a un objet au sol là, qui était tombé. Mais on ne voit pas de blessure sur le corps de la femme. Il n'y a pas de blessure comme ça avait été pris au bras. Il n'y a pas de sang. Puis là, on pose la question. Nous, ce qu'on fait, on sépare les parties. Donc, il y a un policier qui va parler avec la femme, un policier qui va parler avec l'homme. Écoute, qu'est-ce qui se fait passer? Ah, on a eu une petite chicane, là. Comme n'importe qui, on se chicane, là. Dans c'est pas grave, là, le monde n'appelle pour rien. OK, ça n'a pas été plus loin que ça. Non. Pourquoi vous êtes chicanés? Ah, l'épicerie, je sais pas quoi. Bon, toutes sortes de raisons possibles. Mais on pense que ça a brassé beaucoup, mais on n'a pas les motifs parce que la femme, elle ne veut pas nous dire vraiment ce qui s'est passé, soit qu'elle a peur de lui, soit que... Puis des fois, dans le non-verbal d'une femme, j'ai une autre histoire en tête, où ce que son non-verbal, je me suis dit non, j'en ai assez. Juste avec son non-verbal, je vais l'arrêter. Même si elle ne veut pas me le confirmer, ça me parle trop. Donc, dans ce cas-là, je reviens à Hochelaga, là, j'en ai pas assez pour procéder à une arrestation. Parce que le policier peut procéder à une arrestation si son émotif raisonnable est probable de croire qu'il y a eu une violence conjugale.
même si la dame ne le dit pas. Puis là, j'ai la fille, une jeune fille, un enfant qui est là, à peu près 12 ans, là, qui est dans le cadrage de porte. Puis elle est comme un peu dans la pénombre, dans la chambre, puis elle me fait signe, viens ici. Puis là, je dis à mon partenaire, OK, reste ici, là, je m'en vais jaser. Je m'en vais voir la petite. Puis elle me dit là, elle dit vraiment, ça a brassé, là. Elle dit, souvent, ils se battent, là. Elle dit, avant que vous arriviez, ils se sont battus, là, puis... OK, donc il l'a vraiment frappé, oui, puis il l'a pris, là, puis là, il l'a frappé, il l'a lancé dans le mur, puis OK. Mais elle dit, il n'y a pas juste ça, là. Ah oui? Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Bien, lui, elle dit, c'est pas mon vrai père, c'est le chum à ma mère. Puis elle dit, des fois, il me touche. Il te touche? Il te touche comment? Il te frappe? Elle dit, oui, mais elle dit, il me touche d'autres choses. OK, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi qui te touche? Ben, elle dit, des fois, il va me toucher, là, puis là, elle me montre les parties, tu sais. Puis là, je ne voulais pas trop lui poser de questions parce qu'il y a un processus en cas d'agression sexuelle où ce que les enquêteurs, avec des enfants, vont y aller vraiment méthodiquement. Oui, tu ne peux pas mettre des réponses dans leur bouche. Ouais. J'ai dit, OK, donc, il te touche à des endroits. OK, parfait. Bien là, j'en ai assez, moi, là. Là, je peux l'arrêter pour violence conjugale puis pour attouchement ou agression sexuelle. Donc, j'ai dit, OK, tu restes ici, dans la pièce, je vais venir te revoir. OK? Tu ne bouges pas d'ici, mais je vais m'occuper de toi. Puis j'ai un petit frisson en le disant. Fait que là, je m'en vais voir le monsieur. Je dis à mon partenaire, OK, ça va être ça, on a un code. Puis j'arrête le suspect. J'ai dit, OK, vous êtes en arrestation, violence conjugale, agression sexuelle. Agression sexuelle, c'est quoi? T'as pas de preuves? Vous avez le droit de garder le silence, droit d'avocat, vous allez consulter un avocat dans vos postes. Compris? Parfait, on me note. Puis là, je demande à un autre auto de transporter mon suspect au poste. Puis, je parle avec la petite, mais pas en présence de sa mère. Je continue à dire, garde là, tu vois, on l'a arrêté. Maintenant, toi, tu me confirmes ce que tu m'as dit tantôt? Oui, il m'a touché, il me touche des fois, quand ma mère n'est pas là surtout. OK, parfait. Bien, tu t'en viens avec moi. Là, j'ai dit à un autre policier, prends les déclarations. Bien, là, la mère, ou si vous allez avec ma fille, ça n'a pas d'allure, vous ne pouvez pas partir avec ma fille, je ne donne pas d'autorisation, madame. C'est correct, là, vous restez avec le policier. Moi, il faut que je sois avec votre fille, j'ai des choses à clarifier avec elle. Donc, je l'amène au poste, puis en arrivant au poste, bien, j'appelle le DPJ, le numéro d'urgence DPJ, l'intervenant au téléphone, je lui explique la situation, comment ça s'est passé. Puis là, il dit, bien, écoutez, vous n'aviez pas le droit de sortir la petite fille de là. J'ai dit, pardon. J'ai dit, je m'excuse, mais je suis payé pour prendre des décisions, je suis payé pour sauver des vies. Puis la petite, elle a besoin de sortir de ce milieu-là, puis elle a besoin d'être rencontrée dans un enquêteur, pas demain matin, parce que sa mère, elle vit dans un contexte de violence conjugale, puis sa mère va peut-être contaminer la petite pendant la nuit en disant, non, il ne faut pas le dire aux policiers, ce que tu as dit hier à l'autre policier. Donc, si on veut avoir la vérité de cette petite fille-là, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Pas demain matin, pas dans 4 jours. Donc, moi, je voulais faire un signalement à DPJ. Puis, écoutez, ça se passe pas de même, là. Vous auriez dû laisser l'enfant là, puis nous, on aurait pu contact avec la mère demain, puis... Non, vous comprenez pas, là. Des fois, les instances, ça n'aide pas, là. Des fois, c'est ça, non. là. Des Ça, fois, on parle de 2004-2005. Oui. Donc, bien, c'est sûr que ça doit se reproduire encore aujourd'hui, des choses comme ça. Là. Peut-être. Donc, je m'excuse, mais moi, je vais aviser la section des agressions sexuelles, puis je veux que cette fille-là soit rencontrée pendant qu'elle est prête à parler. Donc, il était fâché, ça se passera pas comme ça, vous n'avez pas le droit, blablabla. Puis, je dis, écoutez, premièrement, c'est pas la première fois. Deuxièmement, j'ai de l'expérience, puis je sais que cette fille-là est en péril. Donc, lui en a parlé à son superviseur en a parlé à mon superviseur. Moi, j'ai expliqué à mon superviseur c'était quoi l'histoire. Mon superviseur m'a appuyé, il dit, non, tu t'as bien fait, là. Il dit, je vais m'arranger oui, avec parce son boss. qu'il y a quand même une question d'instinct, puis d'observation, puis d'expérience derrière ça. Puis on le sait que de toute façon, il y en a qui retournent dans leur milieu malgré tout ça, là, que... Tu sais, ça, c'est une autre affaire, tu sais, avec les ressources et tout ça, tu sais, on peut parler longtemps, mais... Finalement, le suspect est accusé d'agression sexuelle, puis de violence conjugale. Fait que la petite fille, ben là, j'ai pas su. Après ça, as-tu été placée pendant jusqu'à ses 18 ans? Es-tu revenue? Mais au moins,
le signalement a été retenu. Dans son intérêt. Exactement. Après ça, puis ça, des fois aussi, ça doit être prenant de dire, je peux pas suivre le dossier. Là. J'ai fait ce que j'ai à faire, puis après ça, il faut que je fasse un détachement de cette situation-là, parce que là, mon rôle, c'est ça. Mon rôle, c'est, tu sais, là, je prends pas la situation jusqu'au bout. Ouais. Ça doit être frustrant des fois. Bien, des fois, c'est frustrant, mais c'est chacun son mandat. Hein. Moi, je suis le patrouilleur, je viens mettre un placeur sur le bobo. Après ça, je transfère ça à un enquêteur. L'enquêteur envoie ça dans la cour de la couronne. La couronne décide oui ou non, il va, on a-tu assez ou pas. Puis, ultimement, c'est le juge qui dit oui, condamné ou non. Puis après ça, c'est la prison pénitentiaire. Puis les ressources pour venir essayer de faire comprendre à un criminel, à un violeur, à un prédateur, le mal qu'il fait à des enfants ou à des femmes. Des fois, ça marche pas pantoute. Puis malheureusement, le système remet en liberté des fois des prédateurs qui ne devraient jamais être dehors. Mais dans le quartier ici, il y en a, là. Ils sont dangereux. Ah oui? Puis comme société, on décide. Puis ça, il y a la liste des délinquants dangereux que, tu sais, qu'on ne sait pas où elle est, là, mais c'est sûr qu'elle n'est pas affichée à chaque rue, là. Fait qu'il faut aller sur le site Internet, il faut avoir l'intérêt d'aller voir. Mais il affiche les... Bien, il faut que tu sois condamné, là, ça c'est sûr et certain, pour être sur la liste des... Ben, en fait, oui, il peut y avoir une liste là, informelle, peut-être qui va circuler. Puis oui, il y a une liste formelle de gens qui sont recherchés, disons, pour certains Ceux qui ont été condamnés aussi, qui sont délinquants dangereux. Oui, mais lorsque c'est des délinquants dangereux, il n'y a pas nécessairement une liste là, accessible, facile au public. Là. Quand c'est un délinquant dangereux, c'est plus parce qu'il va y avoir une surveillance, en théorie, une meilleure surveillance des conditions de remise en liberté. La réalité, c'est que les agents de probation sont submergés. Donc, quand on remet quelqu'un en liberté, c'est pas vrai que 2 fois par jour, l'agent de libération va appeler son... « Hey, t'es où? Tu fais quoi? » Puis c'est pas vrai, ça, là. Puis ils n'ont pas tous des bracelets électroniques, les prédateurs non, sexuels. Ça, ils n'ont pas tous des gens devant leur porte. Puis la police ne va pas cogner aux portes à tous les jours. Voir, hey, tu respectes tes conditions. Mais là, il y a quelque chose, je pense, à Laval, là, qui a été instauré, là, que ça n'a pas l'air être si mal, ça, là, de dire, regarde, ils ont enlevé tous les petits postes de quartier, puis ils ont remis les policiers un peu plus sur la route. Il y a encore des postes de quartier à Laval, là. Le programme que tu parles, là, puis ça, c'est à Laval, mais aussi, il y a une petite escouade à Longueuil. Ça fait peut-être un an et demi que c'est commencé plus, là. C'est que tu as certains policiers dans certaines escouades qui, eux, vont aller vérifier ceux qui sont en probation. Les remises en liberté, les conditions. Donc, ils vont aller cogner. Même chose au niveau de la violence par arme à feu. Bien, tu as des groupes spécialisés comme Eclipse qui, eux aussi, vont vérifier plus les conditions, le respect des conditions des membres de gang ou du crime organisé, voir s'ils respectent ou pas. OK. Donc, il y a un changement qui a été fait là, dans les dernières années suite au phénomène de violence armée. Je sais qu'à Laval, on avait quelque chose dans le coin. Il y avait des bureaux, puis en tout cas, ils en ont fermé quelques-uns. Ils ont fermé des comptoirs. Des comptoirs, oui, c'est ça, tu sais. Si on dit, là, en 2023, on habite dans une grande ville comme Montréal, comme des grandes villes un petit peu avec plus de population, est-ce qu'on devrait, en tant que parent, laisser aller son enfant comme dans les années 90, dans les années 70? Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce qu'on devrait être plus vigilant? La ville est-tu plus dangereuse aujourd'hui en 2023?